Bonjour et bienvenue dans le podcast des Conversations parisiennes. Je ne vais pas vous expliquer le concept, je crois que vous commencez à le connaître. Si jamais ce n'était pas le cas, je me permettrai donc de vous renvoyer vers nos 2 premiers épisodes. D'abord avec l'architecte urbaniste Jean-Robert Mazot sur le concept de la ville désirable, et ensuite avec Stéphanie Rivoal, présidente d'Action contre la faim de 2013 à 2016, sur la lutte contre la grande exclusion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Thomas Guénolé, écrivain, politologue, ancien conseiller politique de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons donc des idées et des parcours fort différents. Mais c'est l'idée même des conversations, c'est le dialogue, c'est la contradiction, c'est le débat, et aussi la recherche de points d'accord. C'est pourquoi je suis très heureux d'échanger avec toi, cher Thomas, à la fois sur l'écologie politique, mais aussi sur des questions plus concrètes d'urbanisme vert à Paris. L'urgence à adapter la ville au changement climatique est bien là. Il ne s'agit plus de savoir quand, mais comment, collectivement, nous devons être à la hauteur de la transformation écologique de Paris. Paris doit se transformer, urbanisme, espace vert, transport. Une ville finalement qui puisse répondre aux besoins du présent sans compromettre sa capacité à relever les défis du futur. Dans la construction de cette vision, j'ai une conviction très forte. Il faut sortir des clivages partisans, des étiquettes stériles. L'écologie, quel que soit son parti, quelle que soit son étiquette ou son vote aux dernières élections, est une cause d'intérêt général. C'est une cause vitale. J'ai le sentiment d'ailleurs que les citoyennes et les citoyens sont beaucoup plus en avance que les organisations politiques en la matière. Je sais, Thomas, que tu as travaillé sur cela dans le cadre de ton livre. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est au fond, l'écologie peut-elle dépasser les clivages politiques ? Est-il possible de dégager des majorités d'idées, des majorités de projets sur une vision d'avenir écolo et de dépasser ces vieux clivages partisans ? Il faut savoir qu'à l'intérieur même du parti qui a porté longtemps historiquement l'écologie en France, qui est les Verts, ça a été dès le début, à l'époque d'Antoine Wechter, ça a été dès le début un vrai débat entre eux sur est-ce que l'écologie est au-delà, elle dépasse le clivage gauche-droite, ou est-ce qu'en fait elle est de gauche. Et il y a eu vraiment des bastons internes aux Verts sur ce sujet, et finalement la ligne de Wechter qui était ça dépasse le clivage gauche-droite a été battue par la ligne de Voynet qui a dit non, l'écologie n'est que de gauche. Or, il se trouve que l'essentiel de l'écologie, c'est quoi ? C'est arrêter progressivement de consommer des énergies fossiles parce que ça fout en l'air la planète, c'est de dépolluer, donc à la fois nettoyer la pollution qu'on a déjà et moins polluer avec ce qu'on utilise, c'est protéger la biodiversité et c'est ne pas prélever plus que le reconstituable. Donc l'écologie, en fait, c'est la vertu générale de modération, la vertu grecque antique de la sophrosouné, qui est le contraire de l'hubris, le péché de démesure. Et donc, par définition, ça dépasse en réalité le clivage gauche-droite, c'est factuel. Et les problèmes aujourd'hui de l'écologie, même pas de l'écologie politique, mais de l'écologie politicienne, c'est le sectarisme, la contrebande et le catastrophisme. Le sectarisme, c'est qu'un certain nombre de personnes qui militent pour l'écologie ne sont pas là pour résoudre les problèmes concrets. Ce sont des personnes qui sont là pour expliquer qu'elles sont plus purement écologistes que vous. Et c'est vraiment ça, leur démarche fondamentale. C'est un concours de pureté doctrinale. Et non pas orienté résultat. Le deuxième problème, c'est la contrebande. Ce sont des gens qui parlent d'écologie, mais leur vrai but, c'est autre chose. C'est par exemple l'écologie d'extrême gauche. En fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est pas obtenir des résultats précis, immédiats. Ce qu'elle veut, c'est renverser le capitalisme. Et en fait, c'est sa réponse, quel que soit le sujet, même si vous lui demandez l'heure. Et puis l'autre problème, c'est le catastrophisme, c'est-à-dire dire on va tous mourir, ah là là, ce qui est en fait faux, c'est-à-dire que la situation pose un certain nombre de problèmes, mais on n'est pas dans une situation où on va tous mourir dans des flammes atroces dans les 10 ans. Il nous reste plus que 2 ans pour agir, etc. Tout ça est une exagération et une dramatisation. Ce qui les conduit d'ailleurs à dire que il faut faire tout de suite des efforts surhumains, donc les gens se diront on va jamais y arriver. Et ce qui les conduit aussi à dire que tout ce qui est fait, qui est positif, ça n'est jamais bien parce que ça n'est jamais assez. Et donc on n'a jamais d'éléments satisfaisants ou positifs. C'est impossible dans cette grille de lecture. C'est par exemple les collapsologues font ça. C'est 1, ce sera l'apocalypse, et 2, tout ce qu'on fait, c'est pas assez et c'est foutu de toute façon. Donc c'est démoralisant et ça décourage l'écologie des solutions concrètes. On ne parle pas assez de tout ce qui est fait de positif pour avancer, et on ne parle pas assez des solutions, on parle trop de diagnostics de type tout est foutu.
Donc moi, je suis l'auteur d'un livre d'écologie des solutions qui s'appelle La fin des haricots, et ma proposition fondamentale sur l'écologie, c'est qu'il faut arrêter définitivement de parler des diagnostics. On en a suffisamment parlé. Ce qu'il faut, c'est parler de l'écologie des solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table pour résoudre les problèmes, au lieu de juste raconter encore et encore les problèmes. Nous sommes bien d'accord, Thomas, sur l'écologie des solutions, et merci de cette introduction passionnante et utile. On parle d'écologie orientée solutions et urbanisme vert. J'ai des idées, j'ai fait des propositions, on va continuer à en faire dans le cadre du débat sur le plan local d'urbanisme. Mais selon toi, que pouvons-nous faire concrètement pour avancer en matière d'urbanisme vert ? Déjà, on peut bâtir en bois. Bâtir beaucoup plus en bois qu'on ne le fait actuellement. Par exemple, à Vancouver, depuis 2018, sur le campus Point Grey de l'Université de Colombie-Britannique, vous avez une résidence étudiante en bois, elle est haute de 18 étages. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense construire en bois, on pense tout de suite à une cabane dans la forêt. Et en fait, non. Le bois est un matériau de construction qui pourrait très bien remplacer complètement ce à quoi nous sommes habitués, c'est-à-dire le béton, le métal, etc. Le bois de construction, comme le lamellé-collé, il a une force et une durabilité similaires à l'acier. Donc on pourrait très bien passer au bois. En plus, le bois de construction, c'est très facile à préfabriquer. Ce sont des meubles Ikea géants, en quelque sorte, et donc c'est plus facile et rapide à construire qu'avec de l'acier ou du béton. En plus, le bois, par définition, c'est quasi intégralement du carbone. Et donc, quand on prélève du bois pour faire de la construction, si on est dans de la gestion durable des forêts qu'on utilise pour ça, le bois prélevé, il repousse. Et tout le bois supplémentaire qui est amené, c'est du piège à carbone. Donc en fait, on sort du carbone de la forêt pour en faire des bâtiments, et le bois qui repousse à la place va encore piéger du carbone supplémentaire. Donc c'est en soi vertueux de construire en bois, pour cette raison. D'ailleurs, le plan local d'urbanisme qui vient d'être adopté à Paris permet des avancées en ce sens. Je le reconnais. Et je pense qu'au regard de la rareté du foncier et du nombre de logements neufs produits, la ville doit exiger des opérateurs que la qualité de construction dans notre ville soit à la pointe en termes de développement durable, d'économie et de production d'énergie. Le futur de Paris, cher Thomas, va se conjuguer avec la construction en bois et les matériaux biosourcés. Alors on a parlé de construction en bois. Dans la construction, il y a les murs, il y a aussi les toits. J'ai rencontré récemment des équipes qui travaillent sur cette question de la végétalisation des toits. Entrepreneurs, associations, collectifs d'habitants. Ça peut sembler comme ça sur le papier utopique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est tout à fait possible et Paris va devoir transformer ses toits. Alors, c'est 31 millions de mètres carrés en surface, les toits. C'est un enjeu décisif. Quelles sont les marges de manœuvre et qu'est-ce que tu proposes en la matière, Thomas ? Les toitures végétalisées. Vous avez le centre logistique de Bonndorf en Allemagne, c'est près de Stuttgart. Ce toit donc, du centre logistique, c'est une vaste étendue d'herbe avec des nids pour les oiseaux, des fleurs, des abeilles, des papillons. Et puis des citernes, ce qui fait qu'il y a un écosystème qui est en autonomie grâce aux eaux pluviales. En réalité, vous n'avez quasiment pas besoin de l'entretenir. D'ailleurs, Stuttgart exige des toits verts sur tous les nouveaux bâtiments industriels qui ont un toit plat. Ça fait partie des règles municipales. À Portland, aux États-Unis, ils vont encore plus loin, c'est que les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants pour lesquels on rénove le toit, il faut 70% de toit végétalisé. Et donc petit à petit, de plus en plus, un toit non végétalisé, ça existe de moins en moins dans la ville. C'est quelque chose qu'on peut faire. Le toit végétalisé, par définition, puisqu'il y a des plantes, il y a de la photosynthèse, donc c'est un piège à carbone, puisque ça prend du carbone, ça prend du CO2 et ça recrache de l'oxygène. C'est aussi de l'absorption de l'eau de pluie. C'est de la biodiversité, notamment des oiseaux. Ça veut dire que c'est aussi des potagers locaux, potentiellement bio pour les habitants. C'est une protection pour l'usure du toit, donc ça aide à l'entretien du toit, enfin à sa conservation pour être plus précis. Et puis un toit végétalisé, c'est beau, et donc la beauté du toit ne fait qu'augmenter la valeur du bien immobilier. Là, je m'adresse aux propriétaires dans la salle. Un toit végétalisé, ça permet aussi d'arrêter les passoires thermiques de dernier étage, c'est une spécialité parisienne, historiquement, dans les bâtiments les moins récents. Le dernier étage, souvent l'hiver, on le sent passer, l'été aussi d'ailleurs. Et donc, c'est une isolation thermique végétale du toit, ce qui fait baisser la consommation d'énergie du bâtiment et fait donc baisser aussi ses émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je rebondis juste sur ça. Tu viens de parler de passoires thermiques. Je sais que nous avons des auditeurs parisiens très avertis, mais peux-tu nous expliquer concrètement ce que c'est et le fruit de tes réflexions sur ce sujet ? Alors, quand vous avez des fuites dans la couche thermique du bâtiment, c'est-à-dire que concrètement,
vous avez, si vous considérez l'espace en question, le logement ou le bureau, si vous considérez ça comme une grande boîte, dès que vous avez un trou, vous vous retrouvez avec des dépenses de chauffage l'hiver et des dépenses de climatisation l'été. C'est aussi simple que ça. Et de surcroît, les dépenses d'énergie des habitations, ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre de l'espèce humaine. Les travaux d'isolation thermique, concrètement, donc, c'est vraiment pas sorcier. Il faut imaginer une sorte d'emballage, généralement en laine de verre, sous les sols, les murs et les toits, pour ne laisser la chaleur ni entrer ni sortir. Et vous ajoutez à ça un double vitrage, et ça y est, vous avez une isolation thermique. C'est pas plus compliqué que ça. Une autre possibilité, c'est d'installer des pompes à chaleur. Ce sont des machines qui évacuent la chaleur vers l'extérieur, ou au contraire, elles vont chercher de la chaleur à l'extérieur en fonction des besoins. Et puis une autre possibilité, à Copenhague, presque tous les foyers ont le même super chauffage central en réseau. Donc vous avez un gigantesque chauffage central, et vous avez presque tous les foyers de Copenhague qui sont branchés sur ce chauffage-là. Ce qui fait des économies d'échelle en termes de dépenses d'énergie qui sont monstrueuses, et c'est faisable aussi à l'échelle d'un quartier. Merci pour tous ces exemples et toutes ces idées qui vont nous permettre de continuer notre travail de réflexion. La liberté de se déplacer est fondamentale. C'est l'une des missions de la ville de l'assurer, de la faciliter. À l'heure de la transformation écologique, notre défi est de pouvoir proposer des alternatives qui vont inciter les usagers de la voiture ou de modes de transport polluants à utiliser d'autres modes de transport parce qu'ils seront à la fois plus performants mais aussi moins coûteux. Alors il m'apparaît obligatoire de travailler sur l'intégralité du système de transport de manière évidemment cohérente, coordonnée avec les communes riveraines. C'est ça le Grand Paris. Cela impose de se doter d'outils adéquats pour piloter l'action de la ville de Paris. Les décisions qui concernent la mobilité doivent faire l'objet d'études de flux notamment, d'études d'impact, dont les conclusions doivent orienter les décisions. Alors à Paris, quand on parle de mobilité, on oublie souvent la marche à pied, le piéton. Or, c'est notre premier mode de déplacement. Et le piéton est un impensé de la politique municipale actuelle. Et il faut quand même que nous réfléchissions à améliorer cette cohabitation entre les multiples usages et les modes de déplacement, parce que ça ne fonctionne pas. Manque de règles, manque de contrôle, manque de politique de sensibilisation. Alors tu connais beaucoup de villes dans le monde, tu as pu regarder ce qui se passe ailleurs. Est-ce que tu as des villes qui t'inspirent, qui pourraient nous inspirer pour développer la marche à pied, protéger davantage le piéton? Je pense que c'est un objectif majeur pour Paris et les Parisiennes et les Parisiens. C'est une politique aussi de santé publique. Je pense à des villes comme Bogota. On n'y pense pas, mais c'est une grande ville qui est, à l'heure où je vous parle, la plus grande ville piétonne. C'est la grande ville la plus piétonne du monde. Elle n'est pas intégralement piétonne, mais elle l'est fortement. Si vous avez une circulation piétonne facile et si tout ce qui est intéressant et utile est à proximité à pied, donc en clair, c'est les commerces de proximité et les services publics les plus quotidiens, de type La Poste, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont circuler en priorité à pied, parce que c'est facile et parce que vous avez tout à portée de pied. Ça veut dire moins de pollution de l'air, moins d'obésité, plus de temps de jeu des enfants en plein air, plus d'espérance de vie en bonne santé, moins de morts sur les routes et des petits commerces plus rentables. Je ne comprends sincèrement pas les petits commerces qui sont contre la piétonisation. Entre une circulation permanente à pied et une circulation permanente en voiture, devinez quels sont ceux qui s'arrêtent le plus devant le petit commerce. Donc en fait, quand on est un petit commerce, on devrait être pour la piétonisation. Attention, 4 critères pour qu'un quartier piéton soit réussi. Circuler à pied doit être utile, je le mentionnais tout à l'heure. Il faut des commerces de proximité et des services publics. Si vous faites une zone piétonne où il n'y a rien, il ne se passera rien. Circuler à pied doit être sûr. Attention à bien séparer des espaces que piétons, des espaces que vélos, des espaces que voitures et des espaces que bus. La catastrophe parisienne depuis longtemps maintenant, c'est qu'on a mélangé tout ça et que donc quand vous êtes dans une zone pour vélo, vous risquez de vous faire écraser par un bus, par exemple. Ou que quand vous êtes dans une zone piétonne, vous risquez de vous faire percuter par un vélo. Il faut bien zoner. Circuler à pied doit être agréable, donc ça veut dire de favoriser et non pas limiter les terrasses de café, les jardins dans la ville, les grandes... Et non pas... Le contraire de ça, c'est les grandes dalles vides, inhumaines et grises, de type La Défense, où on se dit que ce truc n'a pas été prévu pour que des êtres humains y passent, quoi. Oui, et je veux ajouter à tout cela un autre élément, c'est la question de l'entretien de la voirie, de la gestion des travaux.
Si on souhaite apaiser notre espace public, il va falloir évidemment d'abord que nos trottoirs, nos rues soient praticables, entretenus et accessibles, sans trous et avec des barrières plus soignées. Là encore, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Je rappelle ici que les autorisations de travaux, le calendrier, le déploiement, les contrôles relèvent de la compétence de la ville. Il y a des moyens d'action qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Il faut mieux piloter, mieux séquencer les travaux. Moi, je porte la proposition d'un retour à la situation d'avant la réforme de 2015, où c'était à la ville de réaliser les travaux de remise en état de la voirie en les facturant ensuite aux opérateurs. C'est un système plus efficace et c'est un système qui permettrait de la réactivité, de l'exécution plus réelle, et on serait dans un système plus performant. Ça me permet d'ailleurs de faire une transition sur ce sujet et de parler du vélo. Le vélo, c'est devenu une solution évidente pour proposer une alternative complémentaire au transport en commun. Si la ville fait des choses positives, que je soutiens, nous devons revoir la manière dont a été conçue et menée la politique du vélo. Certains aménagements ont été mal pensés et n'assurent pas toujours la sécurité des cyclistes et des piétons. Les objectifs qui ont été fixés ne sont pas toujours atteints. À l'heure où je vous parle, nous sommes à plus de 60% du mandat et seulement à 25% du plan vélo promis. Je pense qu'il faut réfléchir à une action à l'échelle du Grand Paris, c'est le fameux vélo pitin, pour aller plus loin, plus vite et plus fort en matière de développement du vélo, avec le souci d'une meilleure cohabitation entre le vélo et la marche à pied. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Gros sujet à Paris. Amsterdam a 4 fois plus de vélos que d'automobilistes. Et le facteur clé, c'est que c'est le développement des pistes cyclables qui augmente le nombre d'utilisateurs de vélos et non pas le contraire. Si vous attendez que les vélos arrivent pour faire des pistes cyclables, vous allez attendre longtemps. Attention à bien séparer les espaces, que piétons, que vélos, que voitures, que bus. Moi, qui adore le vélo, je ne fais pas de vélo à Paris. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de mourir. J'en avais fait quand j'étais étudiant, j'avais testé, je vous parle de ça il y a 20 ans, j'ai sorti mon vélo, j'ai fait un trajet d'un point à un point B, j'ai failli me faire renverser par un bus ou un taxi 2 fois en une demi-heure, j'ai plus jamais pris le vélo à Paris. Bien sûr. Pour les trajets trop pentus et puis pour les débutants, vous avez le vélo électrique. Il y a un format familial à développer, ça commence, ça monte, parce que ça permettrait donc d'emmener en vélo ses enfants le matin à l'école, par exemple, ou d'aller les chercher, c'est le vélo cargo. C'est en train de prendre de l'essor. Et puis 10 km en vélo, c'est une demi-heure, à peu près, en moyenne, c'est largement faisable, et si vous faites ça tous les matins, c'est excellent pour la santé. J'ai fait une proposition récemment qui a fait pas mal parler pour accélérer la transformation vers des modes de mobilité douce et doubler les aides pour l'acquisition d'un vélo électrique ou d'un scooter électrique. Est-ce que selon toi, c'est le rôle d'une ville d'inventer de nouveaux dispositifs pour aider les habitants à transformer et agir pour l'acquisition des mobilités douces ? C'est ma conviction et je voudrais t'entendre sur le sujet. Alors, moi je suis totalement pour que la mairie ait vraiment des politiques ambitieuses, y compris dans sa voilure budgétaire et dans ses ambitions transformatrices. Je suis vraiment pour ça. En gros, plus une mairie, à partir du moment où elle en a les moyens financiers, ce qui n'est généralement pas le cas pour les petites villes, mais pour une ville comme Paris, je trouverais totalement normal que la ville de Paris fasse énormément de choses et sur beaucoup de choses, puisqu'elle en a les moyens. Voilà. Alors, sur la question spécifique de l'écologie, moi, ce à quoi je crois le plus en termes d'efficacité des résultats, c'est 1, les grands travaux, donc ça c'est l'urbanisme, et 2, la fiscalité comportementale, c'est-à-dire on met des amendes à ce qu'on veut éliminer comme comportement, et avec le pognon des amendes, on paye les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut développer. C'est donc, ça s'appelle la fiscalité pigouvienne, du nom d'Arthur Pigou, qui est un économiste qui était le maître Jedi de John Keynes. Keynes a eu un tel succès ensuite que tout le monde se souvient aujourd'hui de Keynes et pas de Pigou, mais en fait Pigou était une star au début du XXe siècle dans la pensée économique. Et donc les externalités pigouviennes, c'est l'idée que pour éliminer des phénomènes économiques nocifs et les remplacer par des phénomènes économiques positifs, il faut taxer les uns pour payer les autres.
Et ce qui est souvent un problème dans l'écologie politique, c'est qu'on a tendance à ne jamais oublier de punir et de sanctionner et de taxer ce qui ne va pas, mais généralement, on ne paye pas le comportement qu'on veut encourager. Et moi, je suis désolé, quand vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, quelle que soit cette chose, la meilleure façon d'y arriver, c'est de payer. Et j'ajoute, quelque part, c'est totalement normal. Vous demandez aux Parisiens de faire des efforts pour changer leur comportement. La moindre des choses, c'est de les payer pour ça. Enfin, je trouve. Pourquoi les Parisiens feraient des efforts gratuitement ? Non. Donc on fait payer les gens qui s'obstinent à avoir des comportements qui sont néfastes pour l'environnement, et avec cet argent-là, on paye les gens qui font un effort. Je trouve que ce n'est que justice. Un grand merci, cher Thomas. Merci pour cet échange, merci pour toutes les idées. On va y travailler. Nous devons transformer notre ville. Il faut que notre belle ville de Paris soit une ville écolo, une ville où on puisse être un piéton en toute sécurité, une ville où on peut utiliser son vélo en toute sécurité, une ville qui respecte la beauté de notre patrimoine, une ville entretenue, une voirie entretenue également. Et il faut pour ça financer les projets, il faut mieux planifier, avoir une véritable vision, et nous avons un gros travail à porter en la matière. À très bientôt, avec plaisir pour une nouvelle conversation